Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors bien sûr, on va vous parler de la sécheresse qui commence à pénaliser malheureusement les cultures et même ici dans la région Hauts-de-France, comme vous le voyez sur les images. Alors on va vous parler bien sûr de l'adaptation au changement climatique et puis aussi on va vous proposer de nouvelles solutions pour développer de nouveaux business. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut à vous les Power Boosters. Alors, pas le temps de niaiser, checkons un peu ce que réserve l'émission de la semaine. Le Mac de l'AgTech vous montrera comment une plateforme en ligne peut aider les agriculteurs à obtenir et maintenir une certification haute valeur environnementale. Notre rubrique Carbon Farming est également de la partie. Au programme, 5 grands principes pour rétablir la confiance autour des crédits carbone, ce nouveau marché en pleine expansion. On aura aussi un aperçu des bâtiments d'élevage du futur. On parlera également des micro-organismes situés dans le sol. Et ce n'est pas tout, car cette semaine, c'est Luc Servant de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine qui sera dans le viseur de la question qui tue. Alors, on est d'accord que ça déboîte, et la bonne nouvelle, c'est que ça démarre maintenant, après une petite page de news. Bisous. L'aventure du Co-Farming Tour se poursuit en 2022. Un tracteur Valtra N135 Direct sillonne depuis le 9 mai la Normandie pour faire découvrir au grand public la diversité de l'agriculture et de ses pratiques. On a ainsi pu l'apercevoir sur les plages normandes ainsi que sur le campus Unilassal de Rouen. 3 autres régions sont au programme: Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Nouvelle-Aquitaine. À présent, on va faire le point sur la sécheresse qui impacte de plus en plus les cultures en France. La sécheresse inquiète les agriculteurs. Après un hiver particulièrement doux, une vague de chaleur printanière vient menacer les cultures. Un constat qui s'applique dans de nombreux départements et même jusqu'au Hauts-de-France. Précisons que 15 départements, notamment dans le sud-est et l'ouest de la France, sont soumis à des restrictions d'eau pouvant aller jusqu'à la réduction de 50% des prélèvements d'eau à des fins agricoles. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. Après le succès de la première édition avec plus de 900 sites participants et plus de 100 000 visiteurs, la deuxième édition des Journées nationales de l'agriculture se tiendra les 17, 18 et 19 juin 2022. Nous vous proposons un petit rappel du concept avec l'organisateur, l'association Agri-Demain, et un témoignage de l'un des agriculteurs participant à l'opération. Alors Agri-Demain organise pour la deuxième fois les Journées nationales de l'agriculture, les 17, 18 et 19 juin prochains. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu comme les Journées du patrimoine. L'objectif, c'est que partout en France, dans tous les territoires, les exploitations, l'écosystème agricole ouvrent ses portes et invitent les Français à venir voir l'agriculture, la réalité de l'agriculture. Alors, le mieux, c'est de donner la parole à un agriculteur pour qu'il vous explique comment vont se passer les Journées nationales de l'agriculture. Bonjour à tous, bienvenue au Jardin de Mareuil, à Mareuil-sur-Ourcq dans l'Oise. Voilà, nous organisons les Journées nationales de l'agriculture comme tous mes collègues agriculteurs en France. Alors moi personnellement sur la ferme, je vous invite sur la serre pour visiter les légumes, production agriculture raisonnée, des tomates, des blettes, des brocolis, des fraises. Et nous ferons le tour ensemble des serres si vous le voulez bien. Je vous attends tous ce samedi 18 juin de 10h à 13h. À bientôt. Le numérique peut vous aider à entrer dans une démarche HVE, c'est le thème justement de notre rubrique, le Mac de l'AgTech, en partenariat avec 365 FarmNet. Bonjour, donc moi c'est Jérôme Accrouet. Je suis labellisé HVE depuis 3 ans. Donc le label HVE déjà c'est un label qui est sur le côté écologie de l'exploitation et surtout de culture raisonnée, du contrôle de ces intrants sur l'exploitation.
Donc j'utilise 365 FarmNet depuis 2017. J'ai l'application sur le téléphone. Au fur et à mesure de mes activités, je rentre ce que je fais sur le téléphone à la minute. Au moins je suis sûr de ne pas oublier, contrairement à avant où on faisait sur le cahier, qu'on le faisait quand on avait le temps. Quand j'ai le temps de me poser au bureau, je vais sur le logiciel à l'ordinateur. J'ai plus qu'à valider toutes les activités que j'ai rentrées. Et après j'ai des fenêtres qui me résument tout ce que j'ai fait sur l'ensemble de mon exploitation. Du coup, quand je suis en audit, je sors une fiche parcellaire très rapidement et ça permet donc au contrôleur de voir tout ce qui se passe sur les parcelles ou sur l'exploitation en général où on peut voir tous les entrants qu'on y fait qui résument la situation de l'exploitation. On a commencé le label HVE3 en 2020 par rapport à la vente directe. Et du coup, le label HVE nous a permis de pouvoir apposer un logo et c'est un label reconnu et connu par la clientèle. Donc 365 FarmNet me permet d'avoir la traçabilité sur tout ce qui est phyto, engrais. Au moment de l'audit, j'exporte toutes ces données sur l'ordinateur que j'imprime et que je fournis aux auditeurs. Ça fait 2 ans que j'utilise CropView. Donc CropView me permet de faire de la modulation de dose pour les engrais. Donc à partir de cartes satellites, ça permet de voir les masses de végétation et de bien cibler les besoins en engrais de la culture. Donc CropView nous sort une carte de végétation et par la suite nous sort une carte de modulation. En première année, sur une base de 30 hectares de blé, on était à 250 kg hectare. Et grâce à CropView, on est passé à 213 kg à l'hectare. On a réussi à économiser quasiment 300 €. Et avec les cours d'aujourd'hui, on aurait pu réaliser une économie de 1 000 €. On ne peut plus échapper au numérique. Déjà par rapport à toutes ces différentes labellisations qu'on nous demande, ça nous permet un gain de travail fou. Pour travailler au mieux, au plus juste, ça peut que nous apporter du bonus. Comment développer la confiance dans les crédits carbone en agriculture? C'est justement le thème de notre brique Carbon Farming en partenariat avec Gaiago. La question de la confiance autour des crédits carbone est cruciale. Aujourd'hui, le marché reconnaît 5 grands principes définissant la solidité des crédits carbone. Mais quels sont-ils? Alors le premier principe, c'est celui de la réalité scientifique. Il faut que ce qui est mesuré, ce qui est extrapolé à la rigueur, obéisse à une méthodologie et des pratiques qui fassent l'objet d'un consensus scientifique aujourd'hui et qui puissent être reconnus par la communauté scientifique. Alors le deuxième principe, c'est la vérifiabilité. Il s'agit de ne pas déclarer n'importe quoi, il s'agit qu'une fois qu'un crédit carbone ait été déclaré, qu'on puisse revenir sur le terrain, comprendre comment ce crédit carbone a émergé, quelle est la méthodologie qui y préside, et en fonction de ce qui a été déclaré ou ce qui est observable, est-ce qu'on peut vraiment prouver que ce crédit existe. Le troisième point, c'est l'additionnalité. Et l'additionnalité, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à comprendre, mais il s'agit de dire que l'agriculteur n'est pas payé pour quelque chose qu'il ferait déjà. En fait, le paiement va permettre à l'agriculteur soit de s'améliorer dans ses pratiques, soit de continuer des pratiques sur lesquelles il n'est pas encore tout à fait sûr de s'établir sur le long terme. Cette additionnalité, elle se traduit de plein de manières différentes. Par exemple, si un agriculteur est déjà inscrit dans un programme carbone, s'il s'inscrit dans un deuxième programme carbone, il n'y a plus d'additionnalité parce qu'il est déjà rémunéré pour quelque chose qu'il ferait sans cette deuxième rémunération. Ce sujet-là, il nous tient particulièrement à cœur et on va plus l'explorer. Le quatrième principe, c'est la permanence.
Quand un acheteur vous achète un crédit pour le carbone que vous avez stocké dans vos sols, ce n'est pas pour que le carbone soit réémis le lendemain de cet achat. Et donc on va s'assurer par des mécanismes incitatoires que le crédit carbone couvre une forme de permanence, assure que le carbone va rester stocké dans les sols pendant un temps long. Alors selon les programmes, ça va différer. Pour l'agriculture, il peut s'agir de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pour la foresterie, il peut s'agir de beaucoup plus longtemps, comme 100 ans. Et le 5e et dernier point, c'est un principe d'unicité. Il faut que quand un certificat carbone est vendu, il ne soit pas vendu 2 fois. Et donc à tout moment, le crédit carbone est maintenu sur un registre. Il n'y a qu'un propriétaire à la fois pour le crédit carbone. Certains peuvent ne vendre le crédit carbone qu'une fois, d'autres choisiront de le faire transiter à travers une filière par exemple. Mais à tout moment, il n'y a qu'un seul propriétaire du crédit carbone. Avec les fortes chaleurs, peut-être êtes-vous tenté de développer la brumisation dans votre élevage. Voici quelques conseils donnés par Nadine Ballot du CNIEL. Des éleveurs, en effet, mettent en place la brumisation. La brumisation peut être intéressante, mais attention, la brumisation va impliquer d'augmenter le taux d'humidité dans l'exploitation. Et pour qu'une brumisation soit efficace, d'une part, il faut que le matériel soit bien réglé, soit bien entretenu et surtout, il faut une excellente ventilation du bâtiment. Sinon, les animaux vont être humides, ce qui peut poser de vraies difficultés et notamment l'augmentation des infections mammaires. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique « La question qui tue ». Si l'irrigation est mise en œuvre par les agriculteurs, c'est avant tout aujourd'hui pour assurer la sécurité de la production agricole et donc alimentaire, et pour assurer aussi le consommateur d'avoir de la production locale près de chez lui, de la production diversifiée. Et je crois que aujourd'hui, c'est vraiment dans l'intérêt de tous. On voit bien qu'on importe de plus en plus de fruits, de légumes, certaines productions végétales, et l'irrigation dans le cadre du changement climatique, de sécheresse de plus en plus prononcée, est un facteur essentiel justement pour assurer cette production. Je crois aussi que l'irrigation sur un territoire, ça permet de diversifier les cultures, de faire des productions végétales, des productions de protéines que l'on importe, des productions de fruits et légumes que l'on importe aujourd'hui de plus en plus. Dans le cadre d'une gestion équilibrée de l'eau, on peut à la fois assurer l'aspect environnemental et le bon état des rivières et des cours d'eau, des masses d'eau, mais en même temps pouvoir assurer de l'eau pour l'agriculture, ce qui va permettre sur un territoire de sécuriser la production, mais aussi de créer de l'emploi, de créer de la valeur ajoutée, de ramener des filières, des nouvelles productions, donc de la biodiversité sur un territoire. Et ça, c'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde, de l'agriculteur, certes, mais aussi du consommateur et du citoyen qui verra autour de chez lui un territoire riche. C'est vraiment tout l'intérêt de l'irrigation. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez, je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube avec de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.